Petite vidéo encore concernant le possible rachat de l'OM et on n'est toujours pas sans nouvelles un petit peu vraiment de ce qui se passe. Tout est un petit peu sous terre. Alors, moi je sens mal passer cette histoire de rachat. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui veulent que ça se fasse. Je suis pas contre l'idée, hein. Je veux dire, moi j'ai exprimé un petit peu mes réserves vis-à-vis des actionnaires. Ce qui se passe actuellement, c'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites au sujet de ce Tunisien. Il y a des analyses qui sont très virulentes vis-à-vis de lui. Moi, je pense qu'on ne sait pas grand-chose de lui, quoi. Et les gens se sont emballés. Et il y a un côté, il y a des annonces, des effets d'annonce de sa part qui... Ça sent mauvais à mon avis. Vous savez, moi j'ai vu un petit peu comment les escrocs peuvent fonctionner. Et il y a des gens qui sont très capables de faire très très bonne impression, d'être très brillants pour vendre un truc, mais quand c'est trop beau, ce n'est pas vrai. C'est toujours une règle, je veux dire, les arnaqueurs, ils cherchent des gens qui sont aux abois, qui ont envie d'être arnaqués. Et là, un petit peu, les Marseillais, on est un petit peu dans cette position où on a envie d'avoir un actionnaire très riche, qui soit capable de nous acheter une équipe capable de rivaliser avec le PSG, au moins dans les moyens. Et on en rêve de ça. Et on est à l'abri de n'importe quel idiot qui va nous dire on a l'argent, on va le faire. Mais on ne sait pas vraiment s'il a l'argent, parce qu'on parle qu'il y a plusieurs personnes. Il dit non, je ne suis pas un intermédiaire, mais apparemment il ne donne pas son argent à lui tout seul, et qu'il y aura des actionnaires, il y aura d'autres personnes. Boudjelal aussi lui dit oui, mais il y a une équipe, il y a un groupe. Mais c'est qui les autres? La question, c'est qui les autres et pourquoi, par exemple, ils sont les deux seuls à parler. Pourquoi tout est l'attention est sur Boudjelal et le mec qui est à côté. Et moi, la question, c'est effectivement Boudjelal, je me demande s'il se fait pas entuber et s'il se fait pas pigeonner, parce que tout le monde croit à ce projet parce qu'il y a Boudjelal. Je pense que s'il n'était pas là, les gens n'y croiraient pas. Et je me demande si Boudjelal est peut-être de très bonne foi. Je me demande s'il ne s'est pas fait embobiner par l'autre. Et peut-être qu'il vient en toute bonne foi, mais que peut-être son partenaire n'est pas du tout fiable. Les déclarations qu'il a dit, par exemple, sur Zidane et sur Ronaldo, il faut nuancer. Il a dit « Ouais, j'aurais bien aimé que Zidane ou que Ronaldo, effectivement, ils viennent à l'OM ». C'est certain qu'il sait lui-même que Ronaldo ne viendra jamais, que Zidane peut-être, mais c'est assez hypothétique. C'est un petit peu difficile à croire, même si on en rêve. Mais il y a un côté comme ça où on vend du rêve. On vend du rêve, on vend des promesses et on enrichit. Et moi, je suis très inquiet parce que le gros problème, c'est que si ça ne fait pas, et si c'est un coup pour rien, ce qui peut arriver, hein, ça fait partie du métier des entourloupes liées au football, ben ça va être très compliqué pour l'équipe de McCourt, parce que il y avait des trucs par rapport à Héros qui étaient... Il y a des gens qui ne sont pas contents vis-à-vis de telle ou telle personne, mais est-ce que la saison a été pourrie? Au contraire, on était plutôt à une saison où c'était bien. Et on ressortait après l'année pourrie face à Garcia et puis quelques mercato un peu merdiques, mais l'année, c'était bien terminé. On finissait avec cette deuxième place, voilà. Et cette histoire de rachat peut pourrir les 2 prochaines années complètement, parce que maintenant, imagine que tout ça était bidon, les supporters ils vont l'avoir mauvaise, et puis ils vont être remontés contre l'actionnaire, et puis ils vont encore pousser, malgré que les mecs ils ont fait un boulot qui n'était pas si épouvantable que ça, quoi. Donc ça c'est dommage. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. La question, c'est les problèmes que le rachat s'il a lieu, ne va pas régler. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont à régler à l'OM,
Et changer d'actionnaire, est-ce que ça va régler ça? Même si le premier, et le point que les gens oublient complètement, c'est le fair play financier de l'UEFA. Parce que on ne peut pas mettre des milliards comme ça comme ça. En France, on peut. C'est-à-dire que la DNCG, eux, ce qui les inquiète, c'est est-ce que le club sera dans le rouge ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en déficit ou non? Si tu as un actionnaire qui met des patates, pas de problème, ok, la DNCG met le feu vert. Mais la FIFA, c'est autre chose. C'est-à-dire que eux, ils disent, non, tu peux pas mettre 100 millions ou 300 millions comme ça d'investissement de la part de l'actionnaire, sans contrepartie, sans être à l'équilibre. Parce que quand tu mets 300 millions, tu es en déficit, tu perds 300 millions. Même si tu les as investis, tu perds quand même 300 millions. C'est-à-dire que tu as quand même 300 millions de dettes d'un exercice sur l'autre. Et donc, eux, ils ne veulent pas ça pour éviter qu'il y ait comme ça des nouveaux riches qui peuvent acheter la victoire sportive. C'est pour ça que c'est le fair play financier, qui n'est autre chose que la DNCG, qui n'est pas le fair play, qui est juste une bonne santé financière. On a été sanctionné par on a fait des investissements sur 200 millions. McCourt, il a mis 200 millions en 3 à 4 ans. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour et d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vende pour 100 millions. Les trucs qu'on a acheté 200 millions, il faudrait qu'on le vende au moins 100 millions. Et le problème, c'est que si un nouvel actionnaire, même s'il est blindé de thunes, il sera encore plus dans ce problème-là qu'avant avec McCourt. Donc, c'est très bien d'avoir un actionnaire, mais si on ne peut pas aller en Ligue des Champions, s'ils nous interdisent, on sera quand même bien dans la merde. Bon, alors, il faut mettre un bémol. À l'heure où j'écris, il y a un message il y a 10 minutes ou 20 minutes que le tribunal arbitral du sport, le TAS, a suspendu l'interdiction de l'UEFA contre Manchester City. Manchester City qui était le même cas comme le PSG, ou si on se faisait racheter par des Saoudiens. C'est-à-dire qu'ils ont mis plus d'argent qu'ils en récupèrent. Donc, ils les avaient interdits de compétition pendant 1 ou 2 ans, je m'abuse, encore plus fort que nous. Donc, faut imaginer que c'est ce qu'on risquait. Donc, c'est-à-dire que si tu vas en Ligue des Champions, si tu te qualifies, eh ben, tu peux pas y aller. Et tu n'auras pas l'argent qui va avec. Donc, je sais pas, mais alors, moi, on a des performances sportives, on va en deuxième, on va voir si on gagne le championnat, et que tu peux pas aller en Ligue des Champions, t'as pas le soutien financier pour progresser, et au final, bah, tu as juste de l'espoir de bien vendre tes transferts, parce que finalement, tu mets de l'argent, mais l'argent se dilapide au bout d'un moment. Et si tu n'as pas de revenus par la Ligue des Champions, par des transferts, parce que si tu achètes cher, c'est difficile de les revendre et faire un bénéfice. Ça, c'est le deuxième problème qu'à Marseille. Marseille, on ne sait pas trop acheter cher. C'est-à-dire que quand on achète cher, en général, on fait des pertes. Souvenez peut-être de Lucio, c'était un des transferts les plus chers de l'époque. Je ne sais pas si on avait mis 20 millions et on l'a revendu à 6 ou 7. C'était une grosse perte. Même si ça s'est valu, parce qu'il a porté 4 titres, je crois, en 2 saisons. Donc ça les valait, mais après on a fait une perte. Marseille est fort quand on prend des joueurs peu connus ou qui sont sur le point d'exploser et les faire exploser et les revendre très cher. Ça a été le cas avec... Bon, Nasri, c'était un petit peu moins ça, je crois. Mais Ribéry, il n'était pas connu, on l'a acheté pour 2-3 millions, puis on l'a revendu pour 30 ou je ne sais plus combien de millions. On avait Drogba, bien entendu, qui a explosé, on l'avait acheté 6 millions, puis on l'a revendu à 35 millions à Chelsea. Il y en aurait d'autres, il y a Zambo Anguissa. Je veux dire, tous les mecs qui, sous Bielsa, par exemple, Imbula, Lemina, qui ont explosé et qui après on les a vendus très cher, puis après ils ont disparu. Hein.
Je veux dire, Thauvin aussi, il est parti à Newcastle, il a été vendu assez cher après l'époque Thauvin, après l'époque Bielsa. Payet aussi a été vendu assez cher, si je ne m'abuse. Et le problème, c'est que Payet a été racheté cher. C'est-à-dire qu'il a été acheté, si je me souviens bien, 15 millions, ce qui est très cher. Mais fort heureusement, il l'a rentabilisé. Mais on ne va pas le revendre 20 millions. Payet, on ne va plus le revendre cher, quoi. C'est impossible. Mitroglou, pareil, 15 millions. On l'a acheté trop cher. Strootman, alors ça c'est le record, parce que 25 millions, un salaire qui sur 4 ans vaut plus cher encore que le transfert, et c'est impossible de le revendre plus cher. Et là, si on récupère, on est presque à payer pour le revendre, c'est-à-dire que pour éviter de... je veux dire, il pourrait peut-être faire ça, parce que le reste de son contrat, c'est 600 000 euros par mois, ça fait 7 millions par an, encore pour 2 ou 3 ans, donc ça fait 14 millions. Je veux dire, à la limite, je donne un chèque d'1 million, puis j'assainis un peu mes finances, quoi, au pire, si j'arrive pas à le revendre. Voilà. Et là, effectivement, il y a des clubs aux États-Unis qui refilent les joueurs à d'autres et les payent pour qu'ils ne jouent pas avec eux. Ça arrive aussi. Donc, c'est pas une bonne chose Et alors, il y a un truc, c'est que chaque fois quand l'OM appelle un club pour acheter un joueur, c'est toujours 3 fois plus cher que pour un autre club. Si un joueur de Lorient est appelé par Lille ou par exemple, je sais pas, Nantes, ils le vendent par exemple 5 millions qu'on propose. Quand l'OM appelle, c'est minimum 15 millions qu'on propose. Rongier, il valait pas 15 millions. Rongier valait 7 millions. Mais parce que c'est l'OM, on augmente 2 fois. Et c'est vrai, c'est la réalité. On se fait pigeonner à chaque fois. Comment il s'appelle ? Sanson, je crois qu'il avait été acheté 12 millions, ou 8 millions, un truc comme ça. Ça avait été encore à peu près correct, mais malgré tout, c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher. C'est pas une star, Sanson. Il était encore assez peu connu. Donc, l'OM a ce problème-là, c'est-à-dire qu'il a l'image d'un club de riches. Et il a aussi l'image d'un club qui s'est mal négocié. C'est-à-dire qui est capable, qui a besoin de faire des gros transferts et qui a besoin de dire « ouais, on a dépensé telle somme d'argent ». Et ça, c'est un problème. Bon. Problème très important, la direction sportive. On a eu Zubizarreta. Et alors, le problème de la direction sportive, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu un petit peu et écouté, c'est que Zubizarreta, il a mis en place une cellule de recrutement, il a fait un vrai travail avec les centres de formation, il a changé les recruteurs, les formateurs, les recruteurs. Ils ont fait un travail. Mais, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que aucun de ces propositions n'ont été retenues par le président ou par l'entraîneur Garcia. Le problème de Garcia, c'est qu'il faisait lui-même les transferts, il ne se foutait de ce que Zubizarreta lui proposait, et donc tout le travail qui était fait par Zubizarreta ne servait à rien. Bon, avant on avait qui ? On avait Anigo. Bon, excusez-moi, mais ça c'est pas de la direction sportive, c'était un peu de la magouille dans tous les sens, et puis, bon, c'est pas la direction sportive. Et alors, la direction sportive, c'est celle aussi qui fait le projet sportif, le projet de jeu, le choix des entraîneurs. Et là, on a personne. Et qui va venir ? Comment ils vont organiser leur recrutement ? Est-ce qu'ils vont comme ça avec les agents, ou est-ce qu'ils vont chercher une cellule de recrutement pour chercher des bons joueurs méconnus et des bonnes affaires, ou alors est-ce qu'ils vont faire des recrutements où tu veux acheter des noms clinquants, où tu vas faire des grosses commissions aux agents ? On ne sait pas. Et donc il y a un gros point d'interrogation là-dessus. La question de la stabilité, c'est toujours un problème qui reste. Est-ce qu'on va nouveau... On sait déjà, par exemple, que Villas-Boas, il veut rester 1 an. Il a eu une proposition d'aller plus loin, mais pour l'instant, il a dit non.
Pourquoi il a dit non? D'une part, parce qu'il a une question personnelle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rester trop longtemps dans le football, et il n'aime pas rester très longtemps dans un club, parce qu'il y a l'usure dans un club, et puis ça existe, ça peut être énervant. Et lui, il n'a pas que le football dans la vie, il aime bien le rallye, il aime bien d'autres trucs, donc il serait très content de dire non, d'aller ailleurs. C'est pas pour aller dans un autre club, c'est juste pour souffler. Parce que, excusez-moi, mais être entraîneur dans un club de foot, c'est énormément de pression. Et c'est dur pour le mental, pour le moral, c'est extrêmement épuisant. Mais ce qui veut dire que dans un an, on ne sait pas à qui on va jouer. Est-ce qu'on va avoir un bon entraîneur du niveau de Villas-Boas? Peut-être on va faire venir Galtier, ou peut-être un bon français, mais est-ce qu'on va aller plus haut, être performant, ou est-ce qu'on va se retrouver avec Franck Passy, ou est-ce qu'on va se retrouver avec un Michel, je veux dire, un mauvais entraîneur étranger? On va aller savoir. Donc, ça, c'est un problème de stabilité. Où est-ce qu'on va aller sur le point de vue du jeu, du sportif, etc. Bon, il y a la question de la formation qu'on n'a pas encore, qui va de mieux en mieux, mais qui est encore... le problème, c'est la post-formation. C'est-à-dire, est-ce que les joueurs qu'on sort du centre, est-ce qu'on arrive à les faire intégrer à l'équipe première et à les faire devenir des très bons joueurs? Donc ça, pour l'instant, est-ce que la politique qui a été amorcée par Zubizarreta va être continuée? On ne sait pas. Surtout, si c'est un nouvel actionnaire et Boudjelal, est-ce qu'ils vont vouloir mettre l'accent sur la formation ou vouloir acheter des stars? Et voilà. Et puis, un gros problème aussi qui a été évoqué, c'est la direction de l'OM rend fou. Les présidents deviennent fous à l'OM. C'est une réalité. Moi, j'ai côtoyé des directeurs avec qui je travaillais en tandem. Le pouvoir peut rendre fou. Et le pouvoir peut rendre, non seulement on s'accroche au pouvoir, et on fait tout ce qu'il faut pour garder le pouvoir. C'est une maladie. Je veux dire, les hommes politiques, quand ils arrivent tout en haut, ils veulent le garder. Au départ, ils sont parfois des gens normaux. Quoique déjà, pour vouloir le pouvoir être comme ça, je pense qu'il faut être un peu psychopathe. Il faut vraiment avoir une ambition débordante pour devenir un président. Mais après, effectivement, ça devient, on veut le rester. Et il y a des mecs qui peuvent être tout à fait honnêtes, réglo, héros au départ, quand il était là la première année, où il était discret, il faisait pas trop de déclarations sur les arbitres, il n'entrait pas trop dans la polémique avec comment il s'appelle, Aulas. Et puis après, là maintenant, ils s'insultent sans arrêt, ils se balancent, ils font des procès bientôt. Et puis ils se prennent au jeu. Il y a un truc, à un moment donné, ils pensent qu'ils s'y connaissent. Et ça, moi, je l'ai vu dans mon domaine, c'est que j'ai vu... Le problème des présidents de football, c'est que c'est des gens qui sont venus du monde de l'entreprise et qui arrivent dans le sport et dans le football et qui ne sont pas issus du football. Et la vérité, c'est qu'ils ne connaissent pas le foot. Moi, dans mon métier, c'est dans le théâtre. C'est-à-dire que malheureusement, les directeurs qu'on a, c'est des comptables. C'est des gens qui font des gens tout à fait qui sont propulsés par hasard, qui ne sont pas des compétences, qui se connaissent très peu en théâtre, mais qui sont comme des gestionnaires, des managers, et qui ne s'y connaissent rien, et on a des conflits avec eux entre l'artistique et le business. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des mecs, on a des directeurs sportifs qui sont censés s'y connaître en foot, des entraîneurs, et tu as des mecs, des présidents, qui sont là que pour s'occuper de l'argent, des bénéfices, et qui doivent demander aux sportifs, bon, vous avez besoin de quoi? Ok, je vous donne ceci, ça je vous donne pas, point barre. Mais là, on a souvent, c'est dans beaucoup de clubs de foot, mais alors à l'OM c'est encore plus fort, c'est des mecs qui commencent à devenir absolument convaincus qu'ils s'y connaissent. Et le problème, c'est le précédent Tapi. C'est-à-dire que je pense que Tapi, malgré tout, a laissé une image, une réputation pour toujours qui va nous coller. C'est difficile de s'en débarrasser parce que il n'était pas dans le sport, il a été dans le cyclisme, puis il est venu à l'OM et puis il a eu une méthode comme ça de businessman où il claquait l'argent et il achetait les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs, et ça a marché parce que tous les autres étaient encore au même niveau. Je veux dire, il y avait Berlusconi à côté, mais il n'y avait pas de businessman comme ça en Angleterre ou en Allemagne, il n'y avait pas au Bayern. Non. Donc
il a réussi à faire ça. Et on croit que ça peut marcher à nouveau comme ça. On se souvient quand même comment ça a fini à Marseille avec Tapie. Ça s'est fini quand même assez mal. On peut de boudin, quoi. Avec procès, relégation, bon, je veux dire, même malgré le titre, et les 5, la domination, malheureusement, il y a eu quand même des problèmes, quand même. Et on a eu Boucher, on a eu Dacier, qui se connaît absolument rien en foot. Je veux dire, Dacier, lui, il était à TF1, je veux dire, c'était pas du tout son domaine, il s'y connaissait rien. Bon, fort heureusement, il avait Deschamps qui s'y connaissait en football et qui lui a fait gagner des titres, mais bon, lui, comme président, il s'y connaissait rien. T'as eu Labrune, qui a foutu le bordel partout, qui a emmerdé tous les présidents qui étaient avant lui, c'est-à-dire Boucher, Pape Diouf, c'est lui qui l'a fait virer Pape Diouf parce qu'il pensait qu'il le gérait mal. Il a mis Dacier, il a viré Dacier parce qu'il y avait des déficits. Puis après, il a décidé d'y être à sa place. Et puis, il s'y pris vraiment au sérieux. Il croyait s'y connaître, mais de la bonne, il ne s'y connaît rien en foot. Et c'est le problème maintenant. Il a la Ligue de football, si je ne m'abuse, ou à la FFF. Il continue à faire des choses comme ça dans le foot. C'est quand même assez grave. Et Marseille est un résonateur, une caisse de résonance médiatique insensée. Je veux dire, il y a une forme de pouvoir médiatique que tu as quand tu deviens président de l'OM. On écrit sur toi, on parle de toi, et les mecs commencent à y prendre au jeu. Et c'est un tort. Le président devrait être invisible. Le seul qui devrait être visible, ça devrait être l'entraîneur. Le président devrait être dans les comptes au moment de signer les chèques. Vous ne connaissez pas le président d'Arsenal, vous ne connaissez pas le président du Bayern, vous les entendez pas. Le président de la Juve, vous les entendez très rarement. Je veux dire, il y a en Espagne, au Barça et au Madrid, les présidents, c'est très politique. Je veux dire, c'est lié, c'est de la politique. Les mecs, ils font du business, ils font de la politique vis-à-vis de la région, de la ville. C'est de la politique. Mais un bon président devrait être assez invisible. Et malheureusement, à Marseille, c'est pas possible. Donc, tant qu'on n'aura pas des bons présidents, c'est difficile. Alors, Boudjelal, bon, ça peut être un bon président. Mais il faut voir combien de temps il va tenir. Parce que, déjà, il a un ego comme ça, parce qu'il a eu la réussite. Et c'était à Toulon, dans le rugby. Alors, tu le mets à Marseille, bon, moi je me demande s'il n'a pas des envies politiques pour dans le futur et qu'il n'utilise pas Marseille comme un tremplin politique pour la suite. Parce que je pense qu'il a l'ego, peut-être il a l'ambition pour ce genre de truc. Donc ça, c'est encore un des problèmes. Et puis, l'identité de jeu. J'aimerais bien voir quand est-ce qu'on aura une école, un jeu à la Marseillaise, comme il y a comme il y avait un jeu à la Nantaise, comme il y a un jeu à la Barcelonaise, comme il y a un jeu à l'Ajax, comme il y a à la Juve ou à l'Arsenal, ou Manchester City ou à Dortmund. Moi, j'aimerais qu'il y ait un jeu à la Marseillaise. Mais tant qu'on change. Et alors, cette folie qu'on a à Marseille, c'est qu'on veut chaque année, des nouveaux transferts, de nouveaux joueurs. Et ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, on ne peut pas faire une équipe forte si on change la moitié de l'équipe. La moitié de l'équipe, c'est 5 ou 6 joueurs chaque année. Je veux dire, si tu changes la moitié de ton 11 chaque année, c'est pas possible. Je veux dire, tu dois changer ton 11, tu dois changer maximum 1 ou 2 joueurs par an. Je veux dire, tu peux vendre par exemple Sanson, tu peux vendre peut-être, je sais pas, Sakai par exemple, ou Amavi. Mais tu remplaces ces mecs-là et tu ajoutes un joueur ou deux qui sont capables d'être titulaires. Bon, ok, mais pas plus. C'est-à-dire, tu peux pas changer et virer Payet, Sanson, Rongier, Lopez, Camara. Non, si tu changes tous ces mecs-là, c'est bon, c'est une galère. Et malheureusement, il y a une espèce que les journalistes sont très friands, c'est-à-dire les rumeurs mercato, je veux dire, c'est la frénésie du mercato. Et je suis sûr que vous êtes comme moi, vous guettez, vous regardez les pistes. Qui on va prendre. On ne devrait pas se dire, bon, il y a 30 ou 40 noms qui arrivent chaque année, on dit oui, sur la tablette de l'OM, c'est du délire. Je veux dire, on ne devrait pas, comme ça, se dire, bon, il va y avoir 40 joueurs qui sont susceptibles de venir. Non, on devrait peut-être dire, il y a une dizaine de joueurs maximum qui pourraient venir, et puis au final, on a 2-3 qui viennent.
Mais on a cette folie, on veut acheter, on veut acheter, on veut acheter, et ça, c'est un peu l'infantilisme, personnellement. C'est pas, on construit pas un club comme ça. Alors, tant que ça ne sera pas résolu, on ne sera pas un très grand club, et on aura toujours des mêmes problèmes. Et le problème, c'est que si on ne change pas ça avant de faire venir un nouvel actionnaire, si le nouvel actionnaire il dépense tout son fric en 300 millions d'euros en un an ou deux, et que ces trucs-là ne sont pas résolus, ça sera à pure perte. Et après, il faudra un nouveau actionnaire dans 4 ans ou 5 ans. Je veux dire, ça peut faire comme avec Louis Dreyfus, qui au début, il avait beaucoup d'argent, puis après, il disait non, je ne veux plus mettre d'argent. Il était obligé, mais il ne voulait plus. Bon. Je veux dire, les sponsors ou les bons actionnaires, ils viennent quand ils comprennent que l'argent qu'ils vont mettre, il ne va pas être dilapidé à pure perte. Je veux dire, tu peux être fou ou être super milliardaire et pouvoir mettre tout ce que tu veux, sans limite, mais c'est rare. Il faudrait que Steve Jobs ou feu de Steve Jobs ou Steve Ballmer qui a investi dans les Clippers ou Jeff Bezos qui, si je ne m'abuse, a aussi acheté une franchise. Ces mecs super riches mettent à l'OM pour dilapider tout ce qu'ils veulent, mais je crois pas qu'ils le feront. Ils le feront pas. Tant que l'OM n'est pas capable d'être rentable, d'être performant régulièrement comme équipe, on ne sera pas bankable, on ne sera pas attirant pour les actionnaires vraiment riches. On a besoin d'être performant, stable, rentable et excitant, pour être excitant pour Et je pense que c'est peut-être une stratégie de ma courte, c'est-à-dire que je pense qu'il voudra revendre à un moment donné. Je pense qu'il n'est pas forcément là pour être 20 ans. Je pense qu'il peut faire comme ce qu'il avait fait avec les Dodgers, où il avait un petit peu remis en ordre. Il a eu des problèmes après, mais il a quand même revendu. Et finalement, je crois qu'il a fait une plus-value quand même. Donc, il peut peut-être essayer de remettre en ordre le club pour que ça roule plutôt bien, pour que ça soit crédible pour un rachat. Ça, c'est possible, mais peut-être pas cette année. Peut-être dans 1 an ou 2, quand il y aura une Ligue des Champions, puis après encore une Ligue des Champions de qualification. Et après, on aura peut-être des vrais investisseurs sérieux qui seraient intéressés par venir acheter l'OM. Ce que je souhaite, qu'on puisse investir, mais ça passe par là. Donc, le rachat peut-être, mais est-ce qu'on règle ces autres problèmes? C'est à voir.